Ça s'est passé le 23 septembre dernier. Un Sukhoi 35 russe a coupé très dangereusement la trajectoire d'un F-16 américain en plein ciel. On est passé à 2 doigts de la catastrophe et surtout d'un incident diplomatique majeur entre Russes et Américains. Un incident qui est loin d'être anodin car il s'est produit au-dessus d'une région très particulière, un territoire autrefois marginalisé, ignoré même, mais qui en l'espace de quelques décennies est devenu le nouveau point chaud de la géopolitique mondiale, l'Arctique. Que se passe-t-il dans le Grand Nord? Pourquoi les plus grandes armées du monde y multiplient les simulations de guerre de haute intensité? Pourquoi les Russes y construisent des bases militaires ultra modernes en seulement quelques mois avec des missiles balistiques pointés vers l'Occident? Vous allez le voir, dans la région, les enjeux sont multiples et les ambitions sont croisées. Washington, Moscou, Pékin, plusieurs nations sont littéralement en train de s'armer de différentes manières pour conquérir le pôle Nord, car s'il y a bien une chose qu'ils ont compris, c'est que la puissance qui contrôlera et maîtrisera l'Arctique aura probablement les clés du monde de demain. Entre ressources immenses, nouvelles routes commerciales et risques sérieux d'escalade de tensions dans la région, pour tout comprendre, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Opale. Cette vidéo est rendue possible grâce à mon sponsor du jour, XTB. Présent dans plus de 12 pays, XTB est aujourd'hui l'un des leaders de l'investissement en Europe. Sur XTB, vous allez pouvoir investir sans commission dans plus de 5500 actions et ETF du monde entier, en toute sécurité. Et oui, XTB est régulé en France par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, donc aucun problème de ce côté-là, c'est très safe. Si je vous parle d'XTB aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent de sortir un tout nouveau guide d'investissement totalement gratuit. Dans ce guide, vous allez retrouver les meilleures stratégies pour diversifier efficacement son portefeuille, mais aussi et surtout les erreurs à ne pas commettre. Ce guide, il est vraiment super pratique, très bien expliqué et surtout gratuit. Si vous souhaitez vous le procurer ou juste profiter du super service de XTB, ça se passe juste en dessous dans mon lien en bio. Un grand merci à XTB de soutenir mon travail. Pour bien comprendre tout ce que je vais vous raconter, on va commencer par faire un petit état des lieux des dynamiques qui animent ce territoire. Vous allez le voir, ça va être important pour la suite. Alors, bienvenue en Arctique. Quand on parle d'Arctique, on désigne en réalité toute la région qui se situe au nord du 66e parallèle. C'est ce qu'on appelle le cercle polaire arctique. La grande majorité de ce territoire représente en réalité un océan, l'océan glacial arctique, qui est largement recouvert par une banquise qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur par endroit. La plupart de l'Arctique, ça ressemble donc à ça, mais c'est pas tout. La région est également parsemée de quelques terres émergées, des territoires qui appartiennent à 8 pays différents, nos 8 personnages principaux. On y retrouve la Russie, les États-Unis grâce à l'Alaska, le Canada, l'Islande, les pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, et enfin le Danemark car il administre la plus grande île du cercle polaire, le Groenland. L'Arctique, c'est vraiment une région spéciale, parce que bien qu'elle soit bordée par certaines des plus grandes puissances mondiales, aux intérêts souvent très divergents, eh bien elle a pendant longtemps été saluée par beaucoup comme une sphère hautement coopérative et exceptionnellement pacifique dans les relations internationales. Tout ça pour une raison simple, la région était bien trop hostile et trop isolée pour que quiconque cherche à la conquérir. Pendant des siècles, c'était donc une immense étendue sauvage, seules quelques populations autochtones comme les Inuits y vivaient et s'étaient adaptées à ces conditions extrêmes. Mais bon, vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un phénomène est venu complètement bouleverser toute cette région dans les dernières décennies. Ce phénomène, c'est le réchauffement climatique. Et oui, au cours des 30 dernières années, l'Arctique s'est réchauffé à une vitesse complètement hallucinante, plus 4 degrés de moyenne en 40 ans. À mesure que les températures ont augmenté, le volume de glace dans la région, lui, a drastiquement diminué. La NASA estime que la banquise de l'océan Arctique s'est divisée par 3, c'est absolument énorme. Et ce phénomène de réchauffement climatique et de fonte des glaces, il vient absolument tout changer dans la région pour 2 raisons principales. Premièrement, il fait émerger une perspective avec un potentiel assez énorme, celle de la création de toutes nouvelles routes maritimes pour le commerce de marchandises. Et oui, avec cette banquise qui recule, on voit désormais 2 corridors se dessiner. Le premier, on l'appelle le passage du Nord-Est. Il serpente le long des côtes sibériennes de la Russie jusqu'à rejoindre l'océan Pacifique. Le second, celui du Nord-Ouest, traverse lui l'archipel du Grand Nord canadien. Ces passages, ils étaient autrefois quasiment impossibles à traverser en bateau en été, et en hiver, il ne fallait même pas y penser. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est de moins en moins le cas. Alors pourquoi ces nouvelles routes qui se dessinent sont très importantes? Eh bien c'est plutôt simple, dans notre monde globalisé où la grande majorité de nos exportations de marchandises se font par voie maritime, arriver à réduire la distance entre l'Europe et l'Asie, ça peut littéralement rapporter des milliards. Et c'est exactement ce que font ces 2 passages dans le Grand Nord. Ce sont des raccourcis significatifs par rapport aux routes maritimes classiques, celles qui passent par le canal de Suez ou celui de Panama. Pour que vous vous rendiez bien compte de ce potentiel assez dingue, on va prendre l'exemple d'un cargo qui doit faire un voyage entre le port de Rotterdam, le plus grand port européen, et celui de Yokohama, l'un des plus gros ports japonais. Par la route classique, celle
qui passe par le canal de Suez, il faut compter environ 20 000 km, mais si le cargo décide d'emprunter le passage du nord-est russe, la distance entre les deux ports tombe à 13 000 km, ça fait 40% de distance en moins. À la clé, c'est près de 4 jours gagnés en mer, ce qui entraîne des économies massives de carburant et des rotations plus rapides, une perspective qui, vous vous en doutez, fait saliver bon nombre d'armateurs et de compagnies maritimes. Bon, en réalité, aujourd'hui, ces routes du Grand Nord, elles sont encore loin d'être praticables pour des bateaux conventionnels. Il y a encore beaucoup de glace et d'icebergs assez dangereux, mais c'est vraiment les perspectives qui sont énormes. Dans le 6e rapport du GIEC de 2023, les scientifiques du groupe ont rapporté qu'en 2050, si le réchauffement climatique continue sur sa lancée, l'océan Arctique pourrait être entièrement dépourvu de glace pendant l'été. Donc voilà, ces routes, elles vont complètement bouleverser le commerce maritime mondial dans le futur, car au-delà de faire des économies aux armateurs, elles viendraient résoudre un paquet de problèmes que rencontrent les routes actuelles. Le canal de Suez commence à avoir très mauvaise presse en ce moment à cause des attaques répétées des pirates houthis d'origine yéménite qui attaquent de nombreux navires de marchandises dans le détroit de Bab el-Mandeb. Et oui, en ce moment, c'est littéralement dangereux pour les équipages d'emprunter le canal de Suez. Impossible également d'oublier l'épisode de l'Ever Given, ce porte-conteneur qui s'est retrouvé coincé en travers du canal pendant 6 jours en 2020, bloquant 12% du commerce maritime mondial pendant plus de 6 jours. De l'autre côté de l'Atlantique, le canal de Panama, c'est pas mieux. Avec les grosses périodes de sécheresse qui s'aggravent à cause de ce même réchauffement climatique, le niveau de l'eau a chuté de manière critique dans le canal ces dernières années, ce qui force les autorités panaméennes à réduire drastiquement le nombre de navires qui peuvent le traverser chaque jour. Résultat, des files d'attente interminables, des délais rallongés et des surcoûts énormes pour les armateurs. Donc voilà, ces routes du Grand Nord qui vont s'ouvrir de plus en plus au fur et à mesure du temps, c'est le premier facteur qui fait river les yeux de tout le monde vers l'Arctique. Le deuxième facteur qui fait vraiment saliver les États et les entreprises privées, c'est bien évidemment les ressources. Quand la banquise a commencé à reculer au milieu des années 80, de nombreuses expéditions scientifiques ont commencé à débarquer dans la région. Officiellement, c'était pour mieux comprendre cet écosystème extrême, mais derrière ces études, il y avait un enjeu bien plus grand. Tout le monde voulait savoir ce qui se cachait sous la glace. On savait déjà que la région contenait du pétrole, du gaz et des minerais, mais les découvertes de ces expéditions ont révélé des quantités bien supérieures aux prévisions initiales. C'est simple, ils ont découvert un véritable jackpot. Selon les estimations, on parle de 90 milliards de barils de pétrole encore non exploités, c'est-à-dire l'équivalent des réserves prouvées du Koweït, c'est juste énorme. Ajoutez à ça 30% des réserves mondiales de gaz naturel, une grosse quantité de minerais stratégiques, titane, lithium, palladium, coltan, mais surtout des gisements massifs de terres rares. Les terres rares, c'est peut-être la ressource la plus importante qu'on ait découvert en Arctique. Derrière ce nom se cachent des métaux comme le néodyme ou le scandium, des métaux absolument essentiels pour les batteries de nos voitures électriques, nos téléphones ou encore les puces de nos ordis. Et le problème actuellement, c'est que ces terres rares, ils sont aujourd'hui pour la grande majorité extraits et raffinés par un seul et unique pays, la Chine. Vous imaginez donc bien que quand ces gisements massifs ont commencé à être découverts en Arctique, tous les pays limitrophes ont voulu se tailler une part du gâteau. Et oui, ces terres rares, c'est la clé pour atteindre une souveraineté industrielle totale, surtout pour des pays qui entretiennent des relations tendues avec la Chine, comme au hasard les États-Unis par exemple. Donc voilà, des nouvelles routes maritimes qui pourraient révolutionner le commerce mondial et surtout des ressources stratégiques en quantité colossale. Ce sont les deux éléments qui font de l'Arctique une région aujourd'hui très courtisée par les 8 pays qui bordent l'océan glacial. Avec de tels enjeux, aucune nation ne compte laisser sa part, et pour ce faire, vous allez le voir, tous les coups sont permis. Dès qu'il a été question de se partager l'Arctique et toutes ses ressources, un gros problème s'est posé. La plupart des gisements que j'ai évoqués juste avant, eh bien ils ne sont pas pour la plupart sur les terres émergées de l'Arctique, mais bien dans les fonds marins de l'océan glacial. Et ça complique sérieusement le partage. Les frontières maritimes, c'est compliqué. Il y a tout un tas de règles internationales pour déterminer qui a le droit d'exploiter quelles eaux, des règles qui sont regroupées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces règles, elles disent que par défaut, chaque pays possède une ZEE, une zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 000 nautiques de ses côtes, ça fait environ 370 km. Cette fameuse zone, c'est sa chasse gardée, le pays fait ce qu'il veut dedans, mais là où ça devient intéressant, c'est que dans cette Convention des Nations Unies, il y a une grosse subtilité qui permet de revendiquer plus de territoire que sa ZEE initiale, et ça, c'est grâce au plateau continental. Bon alors là, c'est un peu technique, en gros, si vous êtes un pays et que vous arrivez à prouver que votre plateau continental s'étend bien au-delà de cette limite des 200 000 nautiques de votre ZEE, eh bien vous avez la possibilité de vous rendre devant une commission de l'ONU avec plein de preuves scientifiques qui montrent cela, et si les preuves sont jugées recevable par la commission, félicitations, vous êtes propriétaire d'une toute nouvelle ZEE élargie, avec potentiellement des tonnes de ressources à l'intérieur. Avec un tel règlement, beaucoup de pays sont rapidement devenus des experts en cartographie marine pour essayer d'obtenir la plus grande ZEE possible en Arctique,
Ainsi, entre 2005 et 2013, le Canada a par exemple dépensé plus de 200 millions de dollars dans des expéditions scientifiques dans le Grand Nord, des expéditions qui avaient donc pour objectif de cartographier les fonds marins voisins de leur ZEE, et ça leur a permis de récupérer 1,2 million de kilomètres carrés supplémentaires en Arctique. Les États-Unis, eux, ont utilisé exactement la même technique en Alaska, pour cette fois-ci ajouter 1 million de kilomètres carrés à leur ZEE. Donc voilà, sur le papier, c'est le pays qui arrivera le mieux à cartographier les fonds marins de la région qui aura potentiellement la plus grosse part du gâteau. En tout cas, ça, c'est quand ça se passe bien et que personne ne revendique le même territoire. Mais bon, vous l'imaginez, c'est pas toujours le cas. Je vous donne un exemple, en plein milieu de l'océan Arctique, il existe une zone qui n'appartient à aucune ZEE, une sorte de no man's land maritime qui ressemble à peu près à un triangle, et en plein cœur de cette zone, on trouve un élément très particulier, la dorsale de Lomonosov. Alors cette dorsale, en gros, c'est une chaîne de montagnes sous-marines, et elle est très stratégique, car selon les experts, c'est l'endroit de l'océan Arctique qui concentre le plus de ressources. Le problème, c'est qu'elle est revendiquée à la fois par les Russes, qui estiment qu'elle est dans le prolongement de leur plateau continental, mais aussi par les Danois, qui considèrent qu'elle fait géologiquement partie du Groenland, et enfin par le Canada, qui affirme qu'elle prolonge son archipel arctique. Forcément, personne n'est d'accord sur qui a raison, et c'est là que des tensions seraient susceptibles de se créer. C'est pour éviter des situations comme celle-ci qu'en 1996, le Conseil de l'Arctique a été créé. Alors le Conseil de l'Arctique, c'est un forum de discussion qui regroupe les 8 pays de la région. Là-bas, on y discute de toutes les problématiques liées à ce territoire, la préservation de l'environnement, la gestion des ressources ou encore les conditions de vie des populations locales. Mais c'est pas tout, le Conseil de l'Arctique, il joue également un rôle de médiateur entre les acteurs de la région pour stopper les velléités expansionnistes de certains États, comme sur la dorsale de Lomonosov, par exemple. Donc voilà, grâce au Conseil de l'Arctique, la région a longtemps été relativement épargnée par les conflits. Il y a quand même eu quelques tensions diplomatiques par-ci par-là, des petites provocations, comme en 2004, quand un sous-marin russe a tranquillement planté un drapeau russe sur la dorsale de Lomonosov, histoire de bien marquer son territoire. Mais bon, globalement, on est resté jusqu'à récemment sur des rivalités feutrées, des négociations et des bras de fer simplement politiques au Conseil de l'Arctique. Un calme plutôt étonnant, tant les enjeux sont énormes, mais c'est tout sauf un hasard. La raison à ça, c'est que personne n'est dupe, tous les pays de la région ont bien compris une chose, la vraie course à l'Arctique, elle ne se joue pas au niveau politique, elle se joue sur le terrain. Et oui, jusqu'à présent, je vous ai présenté en fait seulement la théorie. Pourquoi l'Arctique est digne d'intérêt et comment les pays s'y prennent légalement pour s'approprier une partie de la région. Mais vous allez le voir, le droit ne fait absolument pas tout, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans l'Arctique, posséder un territoire sur le papier, ça ne suffit pas. Peu importe les traités signés et les revendications validées par l'ONU, votre souveraineté n'a en réalité aucune valeur si vous n'êtes pas capable d'opérer concrètement dans la zone et de l'occuper. Et oui, quand on parle de l'Arctique, on parle d'un territoire aux caractéristiques encore jamais vues, on parle d'un environnement polaire, d'une nuit qui peut durer 6 mois d'affilée, des températures qui peuvent descendre à moins 50 degrés. Les grandes puissances ont appris au fil du temps à opérer dans le désert, dans la jungle, dans les montagnes et même en haute mer, mais bon, dans le froid polaire, c'est une toute autre histoire. Les Américains ont beau avoir la meilleure marine de la planète, leur porte-avions Gerald R. Ford, le plus grand du monde, il est absolument incapable d'opérer dans le Grand Nord, et le reste de leur flotte non plus. Pour naviguer en Arctique, il faut des bateaux à la coque renforcée, des brise-glaces bien particuliers qui vont être capables d'ouvrir des passages dans la banquise et qui demandent plusieurs dizaines d'années de développement, tant ils sont complexes à construire. Une fois que vous avez les brise-glaces, il faut construire des infrastructures sur place adaptées à ces températures extrêmes, y envoyer des troupes entraînées à évoluer dans le froid polaire. Bref, c'est vraiment tout un programme, et ça c'est simplement pour occuper la zone et exercer sa souveraineté. Quand il s'agit d'extraire les ressources qui s'y trouvent, c'est encore pire. Faire un forage dans le Grand Nord, c'est très difficile, ça demande des technologies de pointe, c'est beaucoup plus compliqué que dans les eaux chaudes du Moyen-Orient. Une fois les ressources extraites, faut-il encore pouvoir les transporter? Parce que oui, impossible d'utiliser des pétroliers classiques qui ne tiendraient pas face à la banquise. Il faut des tankers spéciaux capables de naviguer dans ces conditions extrêmes et souvent escortés par ces fameux brise-glaces. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour contrôler l'Arctique, ce n'est pas la capacité à revendiquer des territoires devant l'ONU qui est importante, mais c'est la capacité opérationnelle. C'est le pays qui arrivera le premier à dompter ce territoire avec son matériel et ses hommes qui en sortira grand gagnant. Et sur ce volet-là, sur la capacité opérationnelle, il y a un pays parmi les 8 que je vous ai cités précédemment qui a une avance colossale, une avance telle qu'elle pourrait lui permettre de rafler toute la mise. Ce pays, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Si un pays a toujours une longueur d'avance en Arctique, c'est bien la Russie. Tout ça pour une raison simple, le Grand Nord, c'est véritablement dans l'ADN du pays. Et oui, la Russie possède plus d'un quart de son immense territoire dans le cercle polaire arctique, avec 24 000 km de côte qui bordent l'océan glacial, c'est absolument énorme. Avec ses caractéristiques géographiques, les Russes n'ont pas attendu le réchauffement climatique pour s'intéresser à la région. Dès l'époque des Tsars, l'exploration du Grand Nord russe a été vue comme un axe fondamental de développement. Les Russes ont été parmi les premiers à cartographier ces territoires hostiles et à y installer des
avant-postes à tenter d'en faire un espace habitable, et en quelques décennies, ils y sont arrivés. Pendant la guerre froide, des villes entières ont été construites dans le Grand Nord russe, l'Union soviétique a construit des infrastructures absolument uniques en leur genre et a massivement industrialisé la région. Le plus grand défi à relever à ce moment-là, c'était celui de l'accessibilité. Comment relier et intégrer ces régions du Grand Nord isolées à Moscou? Pour y parvenir, le gouvernement russe a engagé des investissements massifs dans les moyens de transport, misant principalement sur les liaisons maritimes pour désenclaver la région. C'est ainsi que dans les années 60, l'URSS a lancé un énorme programme de construction de brise-glace adapté aux conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les Russes en comptent plus de 50 et ont au fil des années développé une véritable expertise dans la construction de ces navires. Ils sont aujourd'hui capables de construire ça. Ça, c'est le 50 Years of Victory, un brise-glace qui bat tous les records dans sa catégorie. Mis en service en 2007, c'est aujourd'hui l'un des fleurons de la flotte russe du Grand Nord. Un monstre de 23 000 tonnes, capable de briser des banquises de 3 mètres d'épaisseur. Des navires de ce type, de classe Arctica, la Russie en possède une dizaine et ils ont une particularité qui fait toute la différence. Ils sont propulsés par des réacteurs nucléaires, ce qui leur permet d'opérer pendant 6 mois dans les glaces sans avoir besoin de se ravitailler en carburant. Ces navires, ce sont de véritables couteaux suisses du Grand Nord. Ils assurent à la fois le transport de marchandises en ouvrant la route à d'autres bateaux. Ils peuvent ravitailler des bases militaires extrêmement isolées ou encore assurer une présence constante dans ces territoires très convoités. Quand je vous disais que la clé de la conquête de l'Arctique c'était l'accessibilité et la capacité à exercer sa souveraineté, eh bien ces brise-glaces nucléaires c'est l'arme ultime pour ça et les Russes sont pour le moment les seuls au monde à les avoir. À titre de comparaison, les Américains eux n'en ont que 2 et c'est même pas des brise-glaces nucléaires. Le seul autre pays de l'Arctique à avoir une flotte plutôt décente c'est le pays voisin des Russes, la Finlande avec 10 brise-glaces. Mais bon, une fois de plus absolument rien de comparable avec les bâtiments russes, que ce soit en taille, en puissance et en technologie. C'est donc grâce à ce tropisme historique vers le nord que les Russes ont aujourd'hui une capacité opérationnelle absolument considérable, sans commune mesure avec celle des autres pays qui bordent l'Arctique. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir au début des années 2000, il s'est donné une mission, restaurer la grandeur de la Russie après l'affront de la chute de l'URSS. Avec tous ses avantages comparatifs et cette capacité opérationnelle énorme, la conquête de nouveaux territoires dans l'Arctique est rapidement devenue une priorité du Kremlin, le moyen idéal de réaffirmer le statut de grande puissance du pays. La vision de Vladimir Poutine était claire, tout mettre en œuvre pour faire de l'Arctique une forteresse imprenable sous contrôle russe et d'y siphonner toutes les ressources. Pour concrétiser cette ambition, il fallait un point d'ancrage stratégique, un lieu capable d'accueillir toute cette flotte du Nord. Cet endroit, il se situe juste là, dans le nord-ouest de la Russie, à quelques centaines de kilomètres de la frontière finlandaise. Bienvenue à Mourmansk, la plus grande ville du monde située au-delà du cercle polaire, le véritable QG de l'Arctique russe. C'est dans le port en eau profonde de Mourmansk qu'est stationné le 50 Years of Victory et tous ses cousins. Ce port y est absolument clé, car contrairement aux ports russes de la Baltique ou de la mer Noire, qui sont constamment surveillés et facilement neutralisables en cas de crise, et bien à Mourmansk le problème n'existe pas. C'est le seul port russe digne de ce nom qui offre un accès direct à l'Atlantique Nord, mais surtout à l'océan glacial arctique. Avec cette position géographique donc très avantageuse, toute la région autour de Mourmansk, qu'on appelle la péninsule de Kola, concentre énormément d'actifs stratégiques russes hérités de la guerre froide. On trouve notamment l'une des plus grandes bases de sous-marins nucléaires du monde, située à 10 km au-dessus de Mourmansk. On retrouve également dans la région des bases aériennes, des stations radars de dernière génération, et surtout la grosse majorité des missiles à tête nucléaire russes. Toute cette concentration, ça fait de la péninsule de Kola l'un des endroits les plus militarisés au monde. Rien que ça. Mais l'intérêt stratégique de cette région, il ne s'arrête pas là. Le port de Mourmansk, il est également clé dans la stratégie d'extraction des ressources russes dans l'Arctique. Je vous ai parlé juste avant de la volonté des Russes de connecter ces territoires du Grand Nord à Moscou. Et bien le port de Mourmansk, c'est le point de liaison majeur entre les deux, une véritable interface. À Mourmansk, on trouve donc des brise-glaces nucléaires, mais aussi d'autres navires uniques en leur genre, comme des tankers brise-glaces de classe Yamalax, qui permettent eux de rapatrier à Mourmansk toutes les ressources extraites dans le Grand Nord. Avec cette capacité opérationnelle sans commune mesure et cette logistique bien huilée, les Russes ont vu beaucoup plus loin dans les 10 dernières années. Ils se sont lancés dans des programmes d'exploitation extrêmement ambitieux. Parmi ces projets phares, la construction de Yamal LNG en Sibérie occidentale, l'un des plus gros complexes de liquéfaction de gaz naturel au monde, un projet à plus de 17 milliards d'euros. Des projets financés en partie par le gouvernement russe, mais aussi par des compagnies privées comme BP, Exxon ou encore Total Energy. C'est pas étonnant de retrouver Total ici, car entre 2018 et 2021, près de 90% du gaz russe importé par l'Union européenne venait du complexe de Yamal LNG. Donc voilà, tout le gaz qu'on a utilisé en France sur cette période pour se chauffer, eh bien il venait très probablement de cette énorme usine dans l'Arctique russe. Pour rapatrier tout ce gaz vers l'Europe, je vous laisse imaginer quel bateau on utilise. Et oui, des tankers russes de classe Yamalax, comme celui-ci, le Christophe de Margerie, baptisé ainsi en l'honneur de l'ancien patron de Total, décédé en 2015. Ces bateaux, c'est encore une fois des machines extrêmement impressionnantes. Ça, c'est l'intérieur des réservoirs de gaz du bateau, c'est assez stylé pour être honnête. Bon, ces tankers, ils sont un peu moins efficaces que les brise-glaces nucléaires, ils se retrouvent quelquefois bloqués dans la
la banquise. Quand ça arrive, qui on envoie? Eh bien le 50 Years of Victory, qui vient lui ouvrir la route, et même parfois le tracter, quand c'est nécessaire. L'autre projet phare des Russes, dans la continuité de leurs ambitions, c'est de désenclaver encore plus les territoires du Grand Nord grâce à ça. Ça, c'est une centrale nucléaire flottante capable de naviguer dans un océan rempli de glace. Ces mastodontes de technologie, ils vont permettre d'alimenter en électricité les futures exploitations du Grand Nord très isolées, là où aucune infrastructure énergétique classique ne pourrait fonctionner. L'objectif est clair, rendre ces zones totalement autonomes et viables économiquement, sans dépendre de coûteux convois de carburant. Pour l'instant, la Russie possède un seul exemplaire opérationnel, baptisé Lomonosov. J'imagine que son nom vous rappelle quelque chose. Elle alimente déjà aujourd'hui certaines installations en Sibérie, mais Moscou ne compte pas s'arrêter là. D'ici 2030, 15 nouvelles unités devraient être construites. Ces centrales, elles pourraient également à terme permettre d'alimenter en électricité des plateformes de forage en plein milieu de l'océan Arctique. Ces plateformes pétrolières de nouvelle génération résistantes aux glaces, elles sont en plein cours de développement et une fois de plus, un prototype existe déjà, ça ressemble à ça. Ça, c'est la plateforme de Prirazlomnaya, une véritable forteresse flottante capable de forer, stocker et raffiner le pétrole directement sur place. Cette plateforme, elle a récemment fait les gros titres des journaux quand des militants de Greenpeace sont venus protester aux abords de la plateforme et ont même essayé de monter à bord. Si les militants de Greenpeace ont fait le trajet jusqu'en Sibérie, vous vous en doutez, c'est pas pour rien. Et oui, tous ces nouveaux projets que je viens de vous présenter, ce sont de véritables bombes écologiques. La construction de Yamal LNG a complètement bouleversé la faune locale. Plus de 70 millions de tonnes de sédiments ont été dragués pour construire un immense port aux abords de l'installation. Les centrales nucléaires flottantes, bon, je vous fais pas de dessin de ce qui pourrait arriver. Surtout dans un océan glacé où les conditions rendent toute intervention d'urgence extrêmement complexe. La centrale nucléaire Lomonosov a d'ailleurs un surnom assez équivoque dans la presse, on la surnomme régulièrement le Tchernobyl flottant. Et enfin, ces plateformes pétrolières d'un nouveau genre, elles sont encore plus dangereuses que des plateformes conventionnelles, car si une marée noire vient à se produire, le pétrole viendrait se loger sous la banquise et ça rendrait n'importe quelle opération de nettoyage complètement impossible. Donc bon voilà, je pense que vous l'aurez compris, côté extraction des ressources, les Russes étaient déjà bien avancés, mais ils n'avaient pas perdu de vue le deuxième gros objectif de la région, faire des nouvelles routes du Grand Nord, des routes viables toute l'année pour le commerce international, afin qu'elles deviennent de véritables autoroutes polaires. Le problème qui subsiste, c'est que les brise-glaces russes actuels, comme le 50 Years of Victory, ils ne sont pas encore assez gros pour ouvrir la voie aux vrais mastodontes du commerce maritime mondial, les porte-conteneurs qui atteignent des tailles complètement démentielles ces dernières années. Pour résoudre ce problème, les Russes avaient lancé un projet encore plus ambitieux, le projet 10510, un projet qui avait pour but de concevoir un brise-glace nucléaire qui fait littéralement la taille d'un bateau de croisière et qui serait capable d'ouvrir la voie à ces porte-conteneurs aux dimensions XXL. Sa construction avait d'ailleurs déjà commencé dans les chantiers navals de Saint-Pétersbourg. Bon, vous l'aurez compris, les Russes avaient tout, la capacité opérationnelle, la maîtrise des conditions extrêmes, des bases militaires aux endroits stratégiques et surtout des projets très ambitieux déjà bien avancés. Jusqu'à récemment, il n'y avait même plus de suspense, la course à l'Arctique, elle allait être remportée à coup sûr par Moscou. Mais bon, vous vous en doutez, si je parle au passé, c'est pas pour rien, tout a basculé du jour au lendemain. On est le 24 février 2022, il est 5h30 du matin à Moscou, et Vladimir Poutine prend la parole. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Dès que les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne en février 2022, c'est toute la stratégie long terme de la Russie en Arctique qui a volé en éclats. Cette décision de rompre presque unilatéralement avec l'Occident a eu des conséquences énormes dans le Grand Nord. Les investisseurs occidentaux comme Total Energy, BP ou encore Exxon se sont retirés de la plupart des gisements russes. L'Europe, qui dépendait encore en grande partie du gaz russe, s'est tournée vers les États-Unis pour sécuriser son approvisionnement, tandis que la Russie, privée de ses partenaires commerciaux historiques, a dû intensifier ses échanges avec la Chine pour écouler son gaz et son pétrole, mais ce basculement a un coût. Les projets d'exploitation dans l'Arctique, extrêmement coûteux et complexes, sont maintenant au point mort, incapables d'être soutenus par un Kremlin, absorbé par l'effort de guerre. Sur le plan géopolitique, la guerre en Ukraine a également eu des répercussions majeures sur l'équilibre des forces en Arctique. Historiquement, la Suède et la Finlande sont deux pays qui ont toujours été très réticents à rentrer dans l'OTAN pour ne pas provoquer leurs voisins russes. Parce que je rappelle, l'OTAN, qu'on appelle aussi l'Alliance Atlantique, c'est une alliance militaire qui regroupe principalement les États-Unis et la plupart des pays européens et qui a un objectif clair, se soutenir mutuellement en cas de conflit ouvert.
Bon, vous vous en doutez, avec l'attitude de plus en plus agressive de Moscou avec ses pays voisins, la Suède et la Finlande ont rapidement changé d'avis. En un temps record, ces deux pays ont finalement décidé de rejoindre l'OTAN en 2024, et cette adhésion elle vient changer beaucoup de choses. Premièrement, la Russie se retrouve désormais totalement encerclée, les 7 autres pays de l'Arctique sont désormais tous membres de l'Alliance Atlantique, ce qui renforce considérablement le bloc occidental face à Moscou, mais surtout cette nouvelle configuration, elle rapproche encore plus les équipements militaires ultramodernes américains des frontières russes. Une illustration très symbolique de cette situation, c'est ce qu'il se passe dans la ville finlandaise de Rovaniemi. Alors la ville de Rovaniemi, elle est connue dans le monde entier pour être le QG international du Père Noël, avec son village officiel et ses lutins, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à 500 mètres de ce village se trouve l'une des plus grosses bases aériennes finlandaises et qui donc bat maintenant pavillon de l'OTAN. En 2026, la base de Rovaniemi va être la première base finlandaise à accueillir un escadron de F-35, le véritable fer de lance de l'armée américaine. Ce choix, il est pas dû au hasard, parce que cette fameuse ville de Rovaniemi, elle est située à seulement quelques centaines de kilomètres de Mourmansk et donc de tous les actifs stratégiques russes de la péninsule de Kola, une situation qui, vous l'imaginez, ne plaît pas du tout au Kremlin. Les Russes voient le renforcement de la présence de l'OTAN près de ses frontières comme une menace directe. La situation dans la région est donc extrêmement tendue et tout le monde redoute l'escalade. Pour s'y préparer, l'OTAN multiplie les exercices de simulation de conflits de haute intensité dans le Grand Nord, notamment en Norvège, à Tromsø, où des bataillons entiers des différentes armées de l'Alliance s'affrontent régulièrement pour s'entraîner. L'OTAN, qu'Emmanuel Macron qualifie en état de mort cérébrale en 2019, est donc aujourd'hui plus vivante que jamais, car elle a de nouveau trouvé un ennemi à combattre. Mais la Finlande et la région autour de Mourmansk, c'est pas les seuls points chauds de ce conflit. Le deuxième se situe complètement à l'opposé de l'immense territoire russe, à 10 000 km de là. Cet endroit, c'est le détroit de Bering, la porte d'entrée de l'océan Arctique depuis le Pacifique, mais également l'endroit où la Russie et les États-Unis sont les plus proches. À peine 90 km séparent la péninsule de Chukotka à l'Alaska, un voisinage qui se passe pas super bien avec les événements récents. C'est à cet endroit précisément, au-dessus du détroit de Bering, que s'est déroulé l'incident que je vous ai montré dans l'intro entre le Sukhoi russe et le F-16 américain, des tentatives d'intimidation très récurrentes qui ont poussé les Américains à réagir et à largement militariser l'Alaska. L'Alaska est aujourd'hui l'endroit dans le monde qui concentre le plus de chasseurs de 5e génération américains. La base d'Ellison compte maintenant 2 escadrons majeurs de l'US Air Force, l'un composé de 54 F-35, tandis que l'autre compte 48 exemplaires de son petit frère, le F-22 Raptor. Du côté russe, ils font exactement la même chose. Ils ont réactivé plus d'une cinquantaine de bases militaires dans le Grand Nord, à l'abandon depuis la chute de l'URSS. Des bases pour occuper le terrain, comme dit Vladimir Poutine. Le Kremlin s'est même lancé dans la construction de bases militaires flambant neuves dans l'Arctique, c'est notamment le cas de cette base sur l'île de Kotelny, une base ultra moderne équipée d'un système de défense côtier Bastion, mais également d'une piste d'atterrissage flambant neuve capable d'accueillir un escadron de Sukhoi 35. Cette base de Kotelny, c'est la base militaire la plus septentrionale du monde, c'est-à-dire la plus au nord de la planète. Vue comme ça, elle paraît extrêmement isolée, mais quand on change de perspective, on se rend compte qu'elle est au final très proche de l'Alaska, qui se retrouve donc à portée de tir des missiles intercontinentaux russes. Donc voilà, si dans le premier chapitre je vous ai dépeint l'Arctique comme une zone exceptionnellement calme dans les relations internationales, autant vous dire qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas, on assiste à une véritable course à l'armement dans le Grand Nord. Les États-Unis, conscients de leur retard, ont débloqué des milliards de dollars pour asseoir leur présence en Arctique. Ils ont d'ailleurs lancé récemment un programme de construction d'un tout nouveau brise-glace lourd qui va venir renforcer la flotte des pays de l'OTAN. De l'autre côté, la Russie semble seule contre tous, mais cette image d'une Russie isolée, elle est pas tout à fait vraie, parce qu'en réalité la Russie a d'autres alliés à l'Est, dont un principal qui compte bien l'aider à imposer cette domination sur l'Arctique. Ce pays, c'est la Chine de Xi Jinping. La Chine s'est autoproclamée en 2018 et approche de l'Arctique. Et oui, les Chinois ont tout intérêt à s'intéresser à la région, à la fois pour les nouvelles routes commerciales, car c'est toujours le premier exportateur mondial par voie maritime, mais également pour ne pas se faire contester sa domination sur le marché des terres rares, marché qu'elle domine outrageusement depuis des décennies. Du côté de l'OTAN, l'alliance n'est pas non plus aussi soudée qu'il n'y paraît, et le retour de Donald Trump au pouvoir n'a pas du tout arrangé les choses. Vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de sa récente déclaration où il menace littéralement d'annexer le Groenland, qui, je vous le rappelle, appartient au Danemark, pays qui fait partie de l'OTAN. We need Greenland for national security purposes. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. I'm talking about protecting the free world. Une déclaration donc pas sortie de nulle part au vu de la militarisation dans la zone et l'importance d'occuper des territoires en Arctique, mais surtout parce que c'est au Groenland qu'on trouve les principaux gisements de terres rares de l'Arctique. Je vous rappelle à quel point c'est important pour eux de diversifier au maximum leur approvisionnement de terres rares pour sortir de la dépendance chinoise. Cette déclaration grossière de Donald Trump, elle a fait bondir tous les autres pays de l'Alliance, dont la France. Notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé au micro de Jean-Jacques Bourdin que la France n'excluait pas l'envoi de troupes françaises au Groenland si une intervention américaine dans la zone
venait à se produire. Donc voilà, comme souvent en géopolitique, rien n'est jamais tout blanc ni tout noir, mais en revanche, une chose est certaine, on est de retour à une logique de bloc, une véritable guerre froide 2.0. Deux entités se font face, avec d'un côté les pays occidentaux regroupés dans l'OTAN, et de l'autre la Russie, la Chine et tous leurs alliés, Corée du Nord, Iran, Biélorussie. À la tête de ces deux blocs, deux présidents pour le moins instables quand il s'agit de relations internationales. Au centre de cette confrontation, ce n'est plus Berlin comme à l'époque qui attire tous les regards, mais bien l'Arctique, qui est devenu en seulement quelques années le nouvel espace stratégique où les ambitions économiques, les intérêts militaires et les rivalités géopolitiques s'entrechoquent. Une situation qui pourrait mener à une escalade des tensions dans la région à la moindre étincelle. Le Conseil de l'Arctique, qui était jusqu'à présent le garant de la paix dans la région, ne s'est pas réuni depuis fin 2022 suite à l'invasion russe en Ukraine. Le dialogue est donc complètement rompu entre les puissances de l'Arctique, et l'histoire nous l'a prouvé à plusieurs reprises, c'est très souvent cette absence de dialogue qui mène aux plus grosses crises. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup pour développer la chaîne. Et salut, moi je m'appelle Julien, ça fait un peu moins d'1 an que j'ai lancé la chaîne, où j'essaie de rendre intéressant des sujets qui me passionnent. Donc merci beaucoup, on est déjà 50 000, c'est fou. Donc merci pour ça, et pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, petite anecdote, il s'est passé une dinguerie la semaine dernière. Le 50 Years of Victory, donc le brise-glace, il s'est crashé, je vous jure, il s'est crashé. D'une manière super bizarre en plus, il a foncé tout droit dans un tanker et ça a fait un énorme trou dans sa coque. Je vous rappelle qu'il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires, hein, donc pas dingue tout ça, enfin bref. Merci d'être resté jusqu'à là et on se dit à très bientôt sur Opal.